Alors, bonjour. Bonjour Simon. Bonjour Bonjour. Caroline. Bonjour. Alors, est-ce que c'est possible que vous vous présentiez pour notre audience? Bon, je démarre. Donc moi, c'est Caroline Decartier. Donc je suis la directrice de Teach for Belgium depuis un peu plus de 7 ans. Moi, au départ, en fait, j'ai fait des études d'ingénieur de gestion. Puis après, je savais pas très bien ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. J'ai commencé à travailler comme consultante. Et puis après quelques années, j'ai fait un bénévolat à Madagascar dans un projet éducation. Et là, je me suis vraiment dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. J'ai vraiment envie de pouvoir travailler au quotidien sur des causes qui me tiennent à cœur autour de vraiment plus tout ce qui est éducation au sens large. Et donc, j'ai d'abord rejoint une ONG internationale où j'ai travaillé pendant un peu plus de 7 ans à l'international, surtout en Afrique, au Proche-Orient et en Asie du Sud-Est, sur des projets principalement d'éducation. Et là, comme je le disais, ça fait un peu plus de 7 ans maintenant que je suis la directrice de Teach for Belgium et je m'apprête à passer la main dans quelques semaines à Simon. Et aussi dans quelques secondes à Simon, qui va pouvoir se présenter. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, je m'appelle Simon Guérink. Je suis aussi ingénieur de gestion de formation. J'ai fait de la consultance en stratégie pendant 3 ans, un peu le parcours classique de l'ingénieur de gestion. Et après ça, je me suis dit qu'en fait, je voulais faire un métier plus dans sociétal. J'ai découvert Teach for Belgium et donc je suis devenu enseignant via le programme Teach for Belgium. J'ai enseigné pendant 2 ans les maths, les sciences, l'économie dans une école néerlandophone parce que je suis néerlandophone de base ici à Molenbeek. J'ai fait ça pendant 2 ans et après le programme Teach for Belgium, j'ai commencé à travailler au siège de Teach for Belgium en tant que responsable des partenariats financiers. Donc pour une ASBL, c'est principalement du fundraising. Et maintenant, je reprends donc beau challenge qui m'attend là dans les mois à venir. Je reprends le rôle de Caroline en tant que directeur. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que justement, vous avez parlé de Teach for Belgium. On part du principe que ceux qui nous écoutent ne connaissent pas Teach for Belgium. Est-ce que l'un de vous peut présenter Teach for Belgium? C'est quoi? C'est quoi sa mission? Ouais. Alors, Teach for Belgium, c'est une ASBL qui s'engage pour l'équité scolaire. Et donc, notre vision, c'est qu'un jour, tous les élèves auront les mêmes chances de réussite, quelconque leur origine socio-économique. Et donc, on fait ça en agissant sur l'enseignant. Parce qu'on pense vraiment que c'est l'enseignant qui fait la différence. Ce sont les enseignants, mais évidemment aussi tout le cadre scolaire sur lequel on agit. Et donc, on a des programmes de formation et de soutien pour les professionnels de l'éducation, mais principalement donc les enseignants, qu'on va soutenir, former pour qu'ils puissent donner cours et s'engager pour plus d'équité dans les systèmes scolaires de façon efficace, mais aussi durable, pour que les personnes puissent rester dans leurs fonctions, être renforcées et de cette façon avoir plus d'impact sur l'équité scolaire. Ok. Et donc, je précise aussi pour l'audience, moi j'ai connu Teach for Belgium parce que je suis rentré dans le programme il y a déjà quasi 10 ans. Et donc pour moi, c'était une bonne manière un peu de passer le flambeau que vous puissiez présenter cette ASBL parce que je trouvais que c'était une des plus belles que j'ai pu fréquenter à travers les membres, à travers la direction, etc. Et donc voilà, ça a du sens. Je ne sais pas si ça avait été précisé, mais effectivement, vous placez les professeurs dans des écoles à indice socio-économique bas parfois. Oui. Et donc votre mission, c'est de les encadrer. Donc ça va. Je pense que pour l'audience, ça peut être très intéressant d'aller suivre un peu ce que vous faites sur les réseaux. Mais donc, peut-être revenir sur une question un peu plus méta, plus large. On est en train de parler de l'école, de l'enseignement. Et c'est quoi en fait? C'est quoi l'école? C'est quoi l'enseignement? C'est quoi Alors ça, c'est vrai que c'est une bonne question et ce qui crée souvent beaucoup de débats aussi finalement. C'est quoi l'école? Ça sert à quoi l'école? Alors il y a les textes officiels comme le décret mission qui le décrivent très bien, mais de manière assez longue. Nous, ce qu'on en retient chez Teach for Belgium surtout, c'est de dire qu'en fait l'école, ça sert à créer des citoyens responsables, à émanciper les gens aussi, à faire en sorte que les jeunes puissent aller jusqu'au bout de leur potentiel. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va vraiment surtout travailler.
Alors, et c'est vrai que c'est intéressant cette question parce que parfois on veut mettre plein de choses dans le rôle de l'école et du coup ça veut dire qu'on met plein de choses aussi sur finalement qu'est-ce que devrait pouvoir faire un bon prof. Et c'est parfois, ouais, ça crée aussi beaucoup de débats de société entre différents partis politiques notamment aussi qui vont tirer plus dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense que l'essentiel c'est ça, c'est finalement c'est le jeune au centre et c'est faire en sorte que chaque jeune puisse aller jusqu'au bout de tous ses potentiels et qu'on puisse l'accompagner dans cette dynamique-là. Oui, et en plus, si je peux rajouter quelque chose, c'est peut-être un des rares domaines de la politique où chacun a son propre vécu et donc tout le monde a sa propre définition de l'enseignement. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est le débat fondamental parce qu'en fait, chacun va arriver avec sa propre définition de l'enseignement et donc du coup, sa propre direction que devrait prendre l'enseignement par rapport à tout ça. Ok, donc ça c'est très bien. Et alors, toujours une fois pour avoir une petite vision sur tout ça, c'est qu'en Belgique, comment est-ce que c'est organisé l'enseignement? C'est quoi? Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ça? Combien est-ce qu'il y a d'élèves? Combien est-ce qu'il y a de professeurs en Belgique? Alors, en Belgique, donc tant du côté francophone que néerlandophone, au total, ça fait environ 2 millions de personnes qui suivent l'enseignement obligatoire, donc l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Et pour pouvoir justement accompagner tout ce petit monde à l'école, on a quand même plus de 250 000 enseignants, ce qui est quand même en fait énorme, 250 000 personnes qui en fait s'engagent au quotidien dans le monde de l'école, donc en tant que prof, en tant que directeur, en tant qu'éducateur. Donc voilà, donc ça c'est déjà beaucoup de gens aujourd'hui qui sont concernés. Et alors on a une organisation qui aujourd'hui est quand même plus ou moins la même des deux côtés du pays, avec un enseignement général, un enseignement technique et un enseignement professionnel, même si les choses vont probablement un peu évoluer plutôt vers 2 grandes filières, qui est une filière un peu plus de transition vers les études supérieures et une autre plus de qualification, qui regroupe un peu le professionnel et le technique. Et la Belgique étant un pays un peu complexe, on a en fait 3 systèmes d'enseignement, avec 3 ministres de l'enseignement, un francophone, un néerlandophone et un germanophone. Alors chez Teach for Belgium, on connaît surtout bien plutôt le côté francophone et néerlandophone. On est moins impliqué dans la communauté germanophone du pays. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi entièrement du paysage belge. Et c'est un nombre important quand même, quasi 2,5 millions de personnes impliquées dans l'enseignement. On a parlé de 2 millions d'élèves, 300 000 profs, et puis il y a un peu tous ceux qui tournent autour de l'enseignement, les PMS, les éducateurs, les directeurs. En fait, il y a vraiment énormément de monde, et donc on comprend un peu mieux pourquoi est-ce que c'est un débat de société. Alors, en introduction, vous avez défini un peu Teach for Belgium qui lutte contre les inéquités scolaires. Et donc la question qui se pose alors, c'est quoi le problème de l'école pour le moment? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche pas bien? Bon, j'imagine que si vous êtes en train de lutter contre les inéquités scolaires, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le système belge? Oui. Alors, chez Teach for Belgium, je vais commencer par dire qu'il y a quand même, au niveau général, il y a quand même pas mal de facteurs qui vont faire en sorte qu'il y a une réelle inéquité dans le système scolaire. Et ça, c'est vraiment notre point d'attaque. Et parmi ces facteurs, il y a évidemment des facteurs liés à l'organisation de l'école en Belgique. Il y a des facteurs liés à la préparation au soutien des enseignants. Il y a des facteurs liés à la situation familiale de certains élèves. Donc il y a toute une série de facteurs qui vont vraiment entrer en jeu et qui vont renforcer, parce que malheureusement, la Belgique, c'est toujours un des pays avec la plus grande inéquité scolaire et qui vont donc renforcer cette inéquité scolaire. Je t'interromps ici, comme ça aussi pour les auditeurs, pour comprendre, quand on parle d'inéquité scolaire, c'est qu'en fait, il y a un écart entre des élèves qui viennent d'un milieu socio-économique favorisé et un milieu socio-économique défavorisé, quoi. Oui, exactement. Et donc, ce qu'on remarque, et c'est une des conséquences en fait, de l'inéquité, c'est qu'il y a 120 points d'écart au test PISA, donc les fameux tests PISA qui sortent tous les 3-4 ans, je pense. Oui.
Et donc, Euh, PISA, et donc- toujours pour les auditeurs, c'est Oui. un test international qu'on a mis en place pour Oui. comparer les niveaux des écoles Le- entre les pays. Entre les pays, mais aussi interpays. On peut grouper les écoles entre les plus favorisées, les plus défavorisées. Mais effectivement, donc oui, c'est un test de l'OECD qui va mesurer les performances des élèves avec des tests standardisés, comme on dit, à 15 ans. Et qu'est-ce que ça représente, ces 120 points de Voilà. différence? Exactement. Donc, ces 120 points de différence, en fait, il y a plusieurs sources qui interprètent de façon différente ces 120 points d'écart. Mais concrètement, 30 points d'écart, c'est une année d'apprentissage. Et donc, quand on voit qu'il y a 120 points d'écart entre les 25% des élèves les plus favorisés versus les 25% les plus défavorisés, pour le dire comme ça veut dire qu'en fait, il y a 3, 4, certaines sources disent même que c'est plutôt 20 points, 25 points, une année d'apprentissage, voire même 5 années de différence. Donc ça veut dire que si on fait passer ce même test PISA à quelqu'un qui est en deuxième secondaire dans une école dite favorisée, cet élève aura le même résultat qu'un élève en sixième secondaire dans une école dite défavorisée. Et j'utilise ces termes pour simplifier, mais en fait, une école favorisée, défavorisée, c'est mesuré par un tas d'indicateurs, 4 spécifiquement en Flandre. En Wallonie, ce sont plutôt 7 indicateurs, mais qu'on peut quand même regrouper dans les 4 mêmes groupes. Donc, c'est le diplôme de l'éducation de la maman de l'élève, le quartier dans lequel Je te coupe, mais c'est pour savoir, là, tu es en train d'énumérer les facteurs qui peuvent expliquer la différence de résultats globalement dans une école. Oui, c'est comme ça qu'on calcule l'indice socio-économique, en fait. Et qui peuvent donc... ce sont plutôt des facteurs pour déterminer l'origine socio-économique d'un élève. Et donc, je te reprends, désolé de t'avoir coupé. Il y avait le niveau d'études de la maman. Donc, le niveau d'études de la maman, la langue parlée à la maison, si on bénéficie d'allocations majorées, oui ou non, et alors le quartier dans lequel on vit. Donc ça, ce sont principalement les 4 facteurs qui vont nous aider à vraiment se dire, ça, c'est une école défavorisée, dans le sens où il y a pas mal d'élèves qui cochent oui à ces quatre facteurs. Donc, par exemple, l'école où j'ai enseigné moi-même, on remarquait que plus de 90% des élèves ne parlent pas néerlandais à la maison, bon, ce qui n'est pas très étonnant dans un contexte bruxellois, mais plus de 90% d'élèves qui bénéficient d'allocations majorées, plus de 90% des élèves qui vivent dans un quartier avec un revenu quand même assez faible, et aussi beaucoup de mamans, parce qu'on va regarder le niveau d'éducation de la maman, qui n'ont pas de diplôme secondaire. Et donc, ça veut dire que le contexte est aussi totalement différent de ce que moi, personnellement, par exemple, j'ai connu ou en secondaire. J'étais dans un collège d'une ville flamande, pas nécessairement très avantagée ou désavantagée, mais quand même un indice socio-économique, je pense, de 14 sur 20, ce qui veut dire plus haut que la moyenne. Et donc là, pour moi, ce n'était pas une réalité de me dire qu'en fait, il y avait la maman d'un ami ou d'une amie qui ne pouvait pas lire ni écrire. Mais ça, ce sont des choses que moi, du coup, en tant qu'enseignant, j'ai vécu grâce au programme Teach for Belgium, en quelque sorte, parce que ça m'a aussi ouvert quand même aux inéquités existantes. Et donc, ça nous permet aussi de mieux comprendre comment accompagner et comment renforcer les élèves en tenant compte de leur contexte, mais évidemment aussi en ayant en ayant un niveau assez élevé et donc des attentes assez élevées malgré tout. Et je trouve, je veux revenir sur un point que tu as dit et que je trouve très important. En fait, de ce que je comprends de ta réponse, quand on dit que la Belgique, parce que des fois c'est comme ça qu'on titre dans les médias, n'a pas un très bon niveau scolaire, etc. En fait, ce que je comprends de ce que tu dis, en fait, s'il existe des très bonnes écoles en Belgique, donc on n'a pas un problème on peut trouver de très bonnes écoles qui préparent très bien à la vie supérieure, etc. Simplement qu'il y a des écoles,
qui ont des élèves avec un contexte socio-économique beaucoup plus difficile. Et c'est ça qui tire cette moyenne en quelque sorte vers le bas. Donc, ce n'est pas le manque d'écoles élevées, c'est le fait qu'il faut régler des problèmes dans des contextes socio-économiques difficiles pour pouvoir relever cette note-là. Oui, peut-être pour compléter un peu, en Belgique, on parle beaucoup de ségrégation scolaire. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a vraiment cette tendance où on va rassembler dans une même école des élèves avec un contexte socio-économique similaire. Et donc, ce n'est pas du tout le cas dans tous les pays. Quand on parle par exemple des pays nordiques, on va avoir un mélange beaucoup plus fort qui va être fait au niveau socio-économique. Et c'est vrai que le fait de rassembler dans une école tous des élèves un peu similaires, ça contribue justement à creuser ce fossé et à faire en sorte que on va avoir des bonnes écoles et des moins bonnes écoles. Et je rajoute aussi comme information que j'avais lu un article scientifique qui disait que le fait de prendre des élèves d'un milieu socio-économique un peu plus bas et qu'on le mélangeait avec des classes où il y a des élèves, de bons élèves, etc., ça ne descendait pas spécialement le niveau de la classe, voire même, en fait, la personne avec le milieu socio-économique bas pouvait en bénéficier sans impacter négativement le reste de la classe. Et donc, tout ça, c'est important de le rappeler. Alors, je passe à la question d'après, c'est que, OK, on sait qu'il y a des bonnes écoles, on sait qu'il y a des mauvaises écoles. Si moi j'ai envie d'être égoïste, capitaliste, je peux me dire ce problème-là ne me concerne pas. Il suffit d'avoir la bonne information de c'est quoi la bonne école, c'est quoi la mauvaise, etc. En quoi est-ce que ça me touche si j'ai toute l'information de savoir qu'il y a des écoles qui sont pas bonnes en Belgique? En fait, on va créer vraiment une situation, on va avoir un certain nombre de jeunes qui vont par exemple décrocher de l'école trop rapidement. À Bruxelles, on parle de 20% des jeunes qui en fait sortent trop tôt de l'école, donc sans diplôme. Et c'est quoi le problème des jeunes qui sortent trop tôt de l'école ? Il y a deux choses. C'est beaucoup plus difficile de trouver un job quand on n'a pas de diplôme du secondaire. Et du coup, en fait, on va très vite se retrouver au chômage. Si on se retrouve au chômage, c'est quoi ? C'est un coût pour la société. Et c'est vrai qu'il y a des études qui montrent qu'en moyenne, quelqu'un qui n'a pas d'études du secondaire, il va passer 80% de sa vie professionnelle au chômage. Donc, c'est beaucoup. Et donc, c'est un coût de plusieurs millions par personne, en fait, qui, du coup, ne travaille pas pour la société. Donc, du coup, évidemment, ça a un impact pour tout le monde, même pour ceux qui, eux, travaillent. Et aussi, souvent, les personnes du coup, qui se retrouvent sans boulot ont plus de mal à se trouver une place dans la société. On va trouver aussi dans les prisons, en fait, 90% des personnes qui sont en prison sont des personnes qui n'ont pas leur diplôme secondaire parce qu'ils se retrouvent souvent plus vite dans des réseaux criminels à faire des petits larcins ou des plus gros larcins pour finalement s'en sortir. Et donc, c'est vrai que ça a un impact aussi sur la sécurité générale du pays dans lequel on vit. Et ça contribue justement à cette plus grande polarisation aussi entre différents publics et du coup une montée des extrémismes et une insécurité globale. Donc je pense qu'en fait c'est un sujet qui concerne tout le monde, même si on a ses enfants dans une bonne école. Et donc c'est intéressant, c'est que en fait penser à ces élèves qui ont un contexte socio-économique difficile, c'est penser entre guillemets à soi-même. À l'avenir de ses enfants, à l'avenir de la société à laquelle on laisse à ses enfants, parce que on peut diminuer ces facteurs-là de délinquance, de chômage, etc. et tout, qui sont en fait des proxys pour voir en fait à quel point la société va mal grâce à cet enseignement. Ok, c'est intéressant. Alors peut-être est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments sur ce qui peut expliquer cette différence entre les personnes. Et ça veut dire quoi? Est-ce qu'en Belgique on n'a pas vraiment atteint cette méritocratie où celui qui rate, c'est celui qui n'a pas travaillé, et celui qui réussit, c'est celui qui a le plus travaillé? Qu'est-ce qui explique tout ça? Alors, on parlait en fait de la conséquence, en disant, voilà, les résultats sont tels qu'ils sont, c'est ce dont on parlait avant, mais c'est vrai qu'il y a une cause, et la cause, c'est en partie une des causes sur lesquelles on travaille, parce que de nouveau, c'est un ensemble de causes, mais c'est la pénurie des enseignants dans ces écoles qui sont dites les plus défavorisées. Donc on remarque quand même que 80% des enseignants, des directeurs plutôt, disent que l'impact, que les élèves sont impactés par la pénurie des enseignants dans leur école. Ça veut dire que dans 80% des écoles, s'il y avait un enseignant, juste ça,
on pourrait déjà en fait augmenter la qualité de l'enseignement. Alors, la pénurie est 2 fois plus grande selon les données, mais plus ou moins 2 fois plus grande dans les écoles dites défavorisées que favorisées. Et alors, il y a aussi la préparation des enseignants. Quand il y a un enseignant, c'est important qu'il soit bien préparé. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que 40% des enseignants en Belgique disent ne pas être suffisamment préparés pour la gestion de classe. Donc pour faire en sorte que chacun puisse apprendre de façon sereine, que tout le monde écoute et qu'il y ait une culture de travail en classe. 20% des enseignants disent se sentir préparés pour gérer une classe multilingue ou multiculturelle. Donc ce sont quand même des chiffres très bas, 40%, 20%. Donc c'est là-dessus qu'on veut travailler en tant que Teach for Belgium, et c'est sur ces éléments-là qu'on met vraiment l'accent comme cause des inéquités scolaires, parce que ce sont 2 causes majeures. Après, évidemment, il y a aussi le contexte, les moyens financiers, disons. Je vis avec 2, 3, 4 frères et sœurs, en fait, dans une pièce qui me permet pas d'étudier au calme, où je n'ai pas le matériel nécessaire pour pouvoir travailler correctement pour l'école. Et tous ces facteurs-là, il y a aussi des facteurs, évidemment, on ne peut pas le nier, aussi personnels, donc la motivation intrinsèque, mais ce n'est pas celles-là qui vont causer l'iniquité, ce n'est pas les facteurs personnels qui vont la quitter, parce qu'on croit, enfin on en est convaincu, qu'un élève issu d'un milieu défavorisé naît avec les mêmes capacités qu'un élève issu d'un milieu, disons, favorisé. Et donc, c'est tous ces facteurs externes, en fait, qui vont faire l'éducation, la situation familiale, les enseignants et le système en général, qui va faire en sorte qu'on va creuser les iniquités. Alors, il y a quand même un dernier élément assez important, c'est aussi le biais de la société. Donc, les études démontrent qu'un enseignant qui a 2 bulletins similaires, donc des points, des résultats similaires, mais avec un autre prénom sur ce bulletin d'école, que les enseignants vont plus facilement faire redoubler, je dirais, Mohamed par rapport à Jean-Charles, qui, lui, pour lui, évidemment, ce n'est qu'une phase, c'est une adolescence un peu plus compliquée, mais bon, il y arrivera. Donc il y a quand même des raisonnements qui sont différents par rapport à l'origine socio-économique. Et donc, il y a ces biais aussi qui vont quand même jouer énormément. Oui, ou une orientation vers le technique et le professionnel. Le nombre d'histoires qu'on entend auprès de nos collègues, auprès de nos participants, auprès de nos élèves, de personnes qui se disent, en fait, moi, on a essayé de me pousser vers le professionnel et le technique, au lieu de peut-être me laisser la chance de rester en général, peut-être en redoublant, si jamais c'était vraiment nécessaire. Et c'est vrai que ça, il y a des études intéressantes de Ounia qui le montrent, et que malheureusement, en Belgique, il y a ces biais qui sont très forts en fonction de l'origine socio-culturelle, et du coup, c'est pour ça qu'on dit le prénom de manière simplifiée, ou en fonction aussi du métier des parents, où on va dire, en fait, Louise, papa avocat, maman médecin, ben, peut-être que voilà, c'était un peu un passage, peut-être ses parents n'ont pas trop eu le temps de s'occuper d'elle, mais c'est pas grave, si elle double, elle sera bon, elle va gagner en maturité et ça ira. Et Fatima, on va lui dire en fait, bah non, papa chauffeur de bus, maman femme au foyer, elle a pas le soutien à la maison, donc il vaut mieux qu'elle continue en technique ou en professionnel. Au moins, elle aura un diplôme. Oui, ça c'est. Je trouve que ça manque encore pas mal dans les formations, mais c'est ces informations-là sur les biais psychologiques et qui ont beaucoup d'impact. Hein. Ils appellent ça, j'avais appris ça justement à Teach avec l'effet Pygmalion ou l'effet Rosendahl, où grosso modo, on prenait des élèves et on disait aux professeurs, écoute, on te prévient, ceux-là, là, ils sont hyper brillants. Et ce qui était totalement faux, c'était des élèves tirés au hasard. Et juste parce qu'ils avaient ce présupposé que ces élèves étaient brillants, en fait, les performances des élèves étaient tirées vers le haut. Et donc, justement, ça rejoint ce que vous dites, où des fois, ces caricatures, ces clichés qu'on a sur la société, on a l'impression que c'est pas grave de les avoir, que c'est notre droit. Mais dans certains boulots, ça a beaucoup plus d'impact de se rendre compte qu'on est tous et toutes
sujets, là, ces biais psychologiques, et qui peuvent avoir un impact des fois sur les choix qu'on fait, même inconsciemment, quoi. Mais donc, c'est là qu'intervient un peu Teach for Belgium, hein. Vous placez des professeurs dans ces écoles à indice socio-économique bas. Et grosso modo, alors, c'est quoi vos retours que vous avez? Parce que maintenant, petit à petit, vous avez de la bouteille. C'est quoi les retours? Alors, en effet, ça fait 10 ans, du coup, qu'on place des personnes de tout profil pour aller enseigner dans des écoles à indice socio-économique faible. Je pense que c'est important de préciser que les personnes qui font le programme chez nous, c'est souvent des personnes qui se prédestinaient pas spécialement à l'enseignement, qui ont fait d'autres études ou qui ont commencé leur carrière dans d'autres secteurs. Certains d'entre eux ont un titre pédagogique, environ 1 sur 4, mais donc ça veut dire que 3 sur 4 n'ont rien du tout. Je précise, c'est quoi le titre pédagogique? C'est le diplôme qu'on obtient pour pouvoir avoir l'autorisation d'enseigner. Ça nous permet aussi d'être plus payés et de pouvoir être aussi nommés dans la fonction enseignante. Donc voilà, c'est le diplôme qui est censé nous préparer au mieux pour enseigner. Ok. Et les retours qu'on a, c'est que, les participants qui font ce choix-là, en fait, ils se retrouvent un peu transformés. Ils disent souvent, en fait, c'est vraiment une expérience hyper importante dans ma vie. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai été confrontée, pour la plupart d'entre eux, à un milieu qu'ils ne connaissaient pas du tout avant. Ils ont retrouvé, en fait, du sens dans ce qu'ils faisaient. Vraiment, ils disent, en fait, j'ai vraiment un impact au quotidien. Après, les retours qu'on a aussi, c'est que démarrer en tant que prof, c'est difficile. C'est vraiment particulièrement difficile de commencer en tant qu'enseignant parce que contrairement à la plupart des métiers où en fait on va d'abord être accompagné, on va avoir un onboarding, on va donner des tâches de plus en plus difficiles, en tant que prof, c'est pas compliqué, on va se retrouver le lendemain de l'interview devant la classe et souvent en train de gérer les classes les plus compliquées dont les enseignants expérimentés n'ont pas voulu. Et donc en fait on se retrouve à faire un métier qui est plus dur que celui finalement de son collègue qui a 30 ans d'expérience. Et donc ça, on le voit aussi au quotidien, à quel point c'est difficile en fait de démarrer en tant qu'enseignant et à quel point encore aujourd'hui, malheureusement, on n'accorde pas assez d'attention, je dirais, et pas assez de soutien dans ces premiers pas qui sont indispensables. Ça, c'est un peu les points essentiels que j'avais en tête. Et je rajoute une petite information parce que donc moi je l'ai déjà dit, mais j'ai été dans le programme Teach en tant qu'enseignant, et c'est vrai que des fois on se rend pas compte de ces difficultés-là. On a l'impression que prof c'est juste venir donner cours et rentrer à la maison, alors que je n'ai pas l'impression de connaître un boulot avec plus de charge mentale que ça. C'est-à-dire que constamment quand on arrive, déjà, en fonction du contexte dans lequel on est, on peut avoir une sorte de petite boule au ventre, de se dire « Ah mais là, cette classe, ça va être difficile et j'ai pourtant 6 heures avec eux cette semaine. » Et on ne se rend pas compte de ce que c'est que d'avoir tout le temps une préparation, de gérer du disciplinaire, de gérer des cas socio-économiques hyper compliqués avec des fois des parents violents, des cas, des fois même d'agression sexuelle et autres. Et donc ça aussi, c'est une réalité qu'on voyait beaucoup plus avec les membres de Teach for Belgium. Je me suis d'ailleurs toujours dit qu'un jour, je ferais peut-être un épisode spécial avec 3-4 enseignants de Teach for Belgium, juste pour échanger des anecdotes, parce qu'il y a des choses qui étaient tellement incroyables que des fois, j'ai eu l'impression d'avoir rêvé cette partie-là. Je me suis dit, c'est pas possible que ça existe comme ça à Bruxelles. Et en fait, on s'en rendait compte à Teach en échangeant ces informations-là. Je pense que toi aussi, en plus, tu as eu une partie enseignant, donc tu as eu aussi des expériences là-dedans. Oui, et ce qui est vraiment complexe, en fait, c'est la multitude de cas qui nous arrivent, en fait. Dans chaque école, je pense, il y a des difficultés parce que l'adolescence, c'est une période compliquée pour chaque élève. Et donc, dans toutes les écoles, je pense que être enseignant, c'est difficile, mais particulièrement quand on va dans les écoles à indice socio-économique faible, on remarque quand même qu'il y a quand même pas mal d'élèves qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé. Et donc, on se retrouve vraiment en tant qu'enseignant à faire bien plus que ce job d'enseignant. Et c'est ça aussi qui rend le contexte tellement challenging et qui fait que, voilà, il faut être très résilient, il faut choisir ses batailles.
Et il faut constamment en fait prendre des décisions. C'est vraiment ça le job d'enseignant. Est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis pas? J'ai perçu ce signal-là, cet élève qui pleurait pendant le cours. Est-ce que euh, je vais creuser plus, ou si elle me dit qu'en fait c'est OK, c'est que c'est OK. Et donc en fait, il y a constamment cette prise de décision où on a quand même constamment l'impression de prendre des décisions assez importantes. Et pour moi, c'était ça qui était vraiment très, Et très c'est complexe. un vrai exercice d'équilibriste, hein. Je veux dire qu'à un moment donné aussi, le professeur. Je me rappelle d'une belle phrase qui venait aussi de l'ancien patron de Teach, hein, qui disait il faut être responsable, mais pas être coupable. Il ne faut pas se culpabiliser. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, quand tu vois une élève qui arrive et qui pleure, jusqu'à quel point est-ce que tu t'investis? Et donc, des Mm. fois, il faut même être capable de mettre ses propres limites en tant que professeur Ouais. pour ne pas absorber cette charge émotionnelle des élèves, etc., quoi. Ouais. Ok, alors, c'est aussi important de le rappeler que ces professeurs nagent dans une série de difficultés, d'abord très différentes d'une école à une autre, d'une classe à une autre, et avec des directions, des éducateurs, chacun dans des situations très différentes, des fois même les parents aussi, dans des situations très différentes. Maintenant, ce que je voudrais me poser comme question, c'est est-ce qu'il existe des solutions qui ont été mises, qui ont été réfléchies par le politique ou autre, pour essayer de régler ça de façon systémique? Moi, je comprends que Teach for Belgium choisit, parmi tous les problèmes, de se concentrer sur tout ce qu'on peut faire pour aider le professeur dans sa mission de tous les jours pour régler les inéquités, mais on comprend qu'il y a d'autres problèmes. Et donc, est-ce qu'il y a des solutions systémiques à tout ça, quoi? Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est que en Fédération EMU-Bruxelles, là, ça fait quand même une dizaine d'années que on a ce qu'on appelle le pacte pour un enseignement d'excellence, qui en gros est un travail collectif entre les différents acteurs de l'enseignement, que ce soit les syndicats, que ce soit les politiques, que ce soit les pouvoirs organisateurs, donc ceux qui sont vraiment en charge de la gestion des écoles, les associations de parents. Tout le monde s'est mis d'accord en 2015-2016 sur finalement quels étaient les problèmes de l'école en Fédération de Bruxelles. Et ils se sont mis d'accord aussi sur finalement quelle serait la feuille de route pour essayer d'améliorer les choses à long terme. Et donc, ils ont écrit un gros document qui est l'avis numéro 3 du pacte d'excellence, dans lequel, en fait, il y a plein de propositions de réformes qui vont devoir être faites pour pouvoir que les choses s'améliorent. Donc, c'est tout un ensemble de réformes cohérentes. Ça va de... il faut renforcer l'enseignement maternel parce que les iniquités, ça se joue au plus jeune âge, à il faut qu'on fasse en sorte que les jeunes soient non seulement meilleurs en écriture et en mathématiques, mais qu'aussi on arrive à leur donner un peu envie de faire, par exemple, de la menuiserie, qu'on a envie de leur donner, enfin, leur envie de faire un certain nombre de métiers techniques pour que quand ils vont faire le choix professionnel vers 14-15 ans d'une filière, que ce soit un choix positif et pas un choix par défaut. Donc, on les a ouverts suffisamment sur différents domaines. Et ça va aussi vers la carrière enseignante et tout ça. Donc, c'est vraiment tout un gros groupe de mesures qui a été qui a commencé à être mise en œuvre en 2017. Alors, depuis, on a déjà eu 3 ministres différents. On a eu c'est Milquet qui a lancé ça avec Schintz qui a pris le relais, donc 2 ministres CDH. Puis après, on a eu Caroline Désir pendant 5 ans, ministre PS. Et donc là, depuis quelques mois, on a Glatini qui du coup est une ministre MR. Donc ça fait 3 partis différents. Et pourtant, malgré quelques petites nuances qui vont apporter les uns et les autres sur certains sujets, on a quand même 3 ministres, 3 législatures qui suivent finalement ce qui a été mis, sur lequel les gens se sont mis d'accord il y a une dizaine d'années. Et donc ça, c'est vraiment très encourageant pour la Fédération de Bruxelles parce que, en fait, on est vraiment en train de mettre tout le système en marche pour qu'on ait une vraie amélioration. Et quand est-ce qu'on va voir vraiment les résultats de cette amélioration? Probablement, c'est dans 5-10 ans, quand il y aura les résultats PISA qui vont être faits à l'âge de 15 ans, des élèves qui ont commencé avec justement ce nouveau parcours, qu'on appelle aussi le tronc commun au début. Et donc, du coup, on verra probablement autour de 2030. Je pense que tout le monde regardera un peu les résultats de PISA en se disant, bon, est-ce qu'on a moins d'inéquité? Alors, ça reste beaucoup de challenges parce qu'évidemment, c'est plein de réformes, c'est plein de changements.
Le rythme aussi des réformes a été vraiment intense et donc ça a été très mal vécu aussi sur le terrain par les écoles, par les enseignants. Il y a eu beaucoup de défis aussi, ça n'a pas toujours été très bien communiqué, ce qui fait que les gens parfois n'ont pas compris le pourquoi de certaines réformes. Et du coup, il y a encore beaucoup de défis à relever par rapport à ça. Mais on a quand même un système qui est en marche et qui est en mouvement. Et ça, au moins, c'est déjà quelque chose de positif au niveau systémique. C'est ça. Et donc, le pacte pour un enseignement d'excellence, c'est la plus grosse réforme, en tout cas à ma connaissance, sur l'enseignement. Et ça cible essentiellement la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne sais pas si on l'avait précisé, parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles est un peu plus en retard que la Flandre sur les questions du système scolaire et des inéquités. Oui, alors après, c'est intéressant parce qu'en Flandre, le niveau moyen a quand même beaucoup diminué ces 30 dernières années et les iniquités sont très fortes. Donc, la différence, c'est qu'en Flandre, on a quand même un certain nombre d'écoles qui sont très élitistes et avec les résultats sont très bons. Et donc le niveau moyen en Flandre reste un peu plus élevé qu'en Fédération et Bruxelles, mais on a vraiment une tendance décroissante au niveau de la Flandre, contrairement à la Fédération et Bruxelles qui en fait ces 20-30 dernières années est resté assez stable. Donc pas monter, donc reste assez bas, mais reste stable quand même. Ouais. Oui, et peut-être diminue quand même un peu en Fédération Wallonie-Bruxelles aussi, les résultats PISA, si on regarde le long terme. J'ai l'impression que la Flandre diminue assez fortement, la FWB un peu moins. C'est vrai qu'ils sont plus stables et du coup, les deux se rapprochent en fait. Mais c'est vrai que les résultats en Flandre, pour l'instant, sont toujours plus élevés qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc en Flandre aussi, un gros questionnement sur l'avenir de l'enseignement. C'est vraiment une des priorités du nouveau gouvernement également. Donc à voir où ça va nous mener. Et donc, on a cette grosse réforme qui est encore en train d'être appliquée. Comme tu l'as dit, il y a des fois des frustrations. Enfin, moi, pour mon expérience personnelle, c'est vrai que pendant le Covid, ça a été beaucoup plus difficile des fois de passer certains caps et la charge administrative qui se rajoutait, même pour les directions. Encore une fois, c'est vrai qu'on parle un peu plus des professeurs, mais il y a plein d'acteurs et chacun peut être touché par cette réforme-là. Mais je me rappelle que c'était une charge administrative quand même importante pour les directions. Et donc, on verra vers quoi ça va, mais il y a cette stabilité entre les différents partis politiques pour continuer cette réforme de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, en espérant avec des bons résultats au final, parce que ça touchera nos enfants, quoi. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui va manquer au système alors pour s'améliorer ? Il y a une grosse réforme qui est en cours. On va voir vers où ça va nous ramener. Qu'est-ce qui manquerait ? Je pense qu'un de nos chevaux de bataille, c'est l'accompagnement des enseignants débutants. C'est vraiment important qu'on investisse assez dans cet accompagnement. Il faut libérer des heures dans les écoles pour justement avoir des personnes qui vont au sein de l'école même accompagner les enseignants débutants. C'est important déjà ici de parler. Pourquoi est-ce qu'on parle essentiellement des enseignants débutants ? Est-ce qu'il y a un problème avec... Oui, en effet. Donc, la rétention n'est pas bonne pour l'instant. Caroline, je ne sais pas si tu as les chiffres là tout de suite. Oui, on parle d'un enseignant sur 4 qui démarre, qui en fait ne va pas terminer sa première année d'enseignement. Un enseignant sur 4. Un enseignant sur 4. Alors, on a un peu du mal avec l'actualité des chiffres. C'est des chiffres qui datent d'il y a 10 ans. Et probablement, les chiffres d'aujourd'hui sont pires que ceux-là. En tout cas, les retours qu'on a dans les écoles, c'est parfois même un enseignant sur 2 qui, en fait, ne tient pas plus qu'un an. Donc, on a un vrai défi de rétention des enseignants. On parle beaucoup de pénurie d'enseignants de manière générale. Mais il y a 2 choses dans la pénurie. C'est 1, il faut attirer suffisamment de personnes pour faire le pas vers le métier. Et puis 2, il faut garder ceux qui finalement ont fait le choix. Et en tout cas, moi, personnellement, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est ce décrochage précoce. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est rare les personnes qui veulent faire le même métier pendant 40 ans. Donc quelqu'un qui change de métier après 5 ans, c'est assez normal, en fait, je dirais, dans nos générations. Mais par contre, quelqu'un qui, après 1 an, 2 ans, en fait, change, c'est que probablement, il n'a pas trouvé son expérience positive. Et c'est là où, en fait, il y a un gros enjeu. C'est faire en sorte que le temps que les personnes passent en classe, qu'ils le passent de manière sereine et qu'ils puissent avoir un impact positif sur leurs élèves le plus vite possible. Et là, c'est peut-être la minute où
où moi, je vais vous faire de la publicité parce que je vous ai invité parce que c'était un choix de cœur. Hein. Je vous ai dit, c'était pour moi une des meilleures associations avec lesquelles j'ai travaillé. Et je trouvais que c'était là où vous avez apporté quelque chose parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de la violence du début d'une carrière d'enseignant. C'est littéralement des signatures de contrat le lundi pour commencer l'après-midi. On m'a déjà proposé ça comme ça, de rentrer directement, donner cours de maths, etc., sans aucune expérience derrière de pédagogie et autres. Et ça a été super chouette parce qu'avec Teach, on a eu cette formation où on nous montrait globalement comment est-ce qu'il fallait s'en sortir pour préparer un cours, les types de questions, etc. Et donc, effectivement, je ne peux que pousser plus sur ce début d'accompagnement. Je ne serais jamais resté dans l'enseignement s'il n'y avait pas eu ce petit coup de pouce au début d'accompagnement de Teach avec ce mentorat, etc. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas un partenariat, c'est vraiment choix du cœur et j'invite vraiment les gens à aller voir un peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux, sur le site web ou de vous rencontrer ou même d'échanger, ne serait-ce qu'avec des professeurs de Teach parce que c'est un réseau profondément humain, quoi. Alors, justement, parlant de profondément humain, l'écosystème de l'enseignement, c'est quelque chose où on parle quasiment que de l'humain. C'est vraiment les professeurs, les éducateurs, les directions, les parents, les élèves. C'est toujours de l'humain, beaucoup d'humain. Peut-être une des raisons pour lesquelles ça peut être difficile de réformer tout ça. Et on va pas donner des conseils aux enseignants parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que chacun a une expérience différente et que, en général, nos enseignants donnent le maximum et je trouve ça très très bien. Mais j'ai envie de prendre la question d'un autre angle et de se demander si vous étiez un jour un de ces acteurs dans ces boulots, c'est quoi le top 3 ou top 5 des choses que, avec votre expérience maintenant à Teach, vous essaieriez de vous dire il faut que je garde ça en tête quand j'enseigne. C'est quoi que vous diriez en tête, quoi? Oui, alors moi, on parlait là tantôt des biais qu'on a tous. Hein, on a tous des biais inconscients. Hein, on dit unconscious biases. Et en fait, un de mes vœux, si je peux rêver, c'est qu'on n'ait plus ces biais. Et donc qu'on voit chaque personne pour ce qu'elle est, pour ses qualités, ses défauts, et qu'on n'évalue pas les personnes en les mettant dans des cases parce qu'on pense qu'un tel fera ci parce que ça, ou une telle fera ça parce que les parents ou font tel ou tel métier, un peu comme Caroline expliquait là tantôt. Donc pour moi, c'est vraiment qu'on puisse éliminer tout ça parce que ça ferait déjà beaucoup de bien à tout le monde. Ça crée beaucoup d'injustice, ça crée beaucoup de blessures aussi chez les enfants, de voir qu'ils ne sont pas traités comme les autres, par exemple, dû à leur origine socio-économique, culturelle, ou même leur apparence. Et donc voilà, ça c'est vraiment c'est un de mes souhaits. Alors, je ne sais pas si tu voulais... Non ? Non, mais du coup, pour mieux comprendre du coup aussi ta question, c'est aussi du coup quels sont les conseils que tu voudrais qu'on se donne en tant que... C'est ça, vous imaginez... comme un des acteurs du système. Moi, j'aime bien la question de me dire en tant que parent, finalement, qu'est-ce que je me dirais. Je pense que c'est important en tant que parent de voir tout l'écosystème de l'école comme des partenaires et pas comme des prestataires. Donc ça veut dire que je crois beaucoup à l'adage africain qui dit qu'il faut un village pour éduquer un enfant. Et donc je pense que c'est hyper important en tant que parent de faire confiance aux acteurs de l'école qui viennent avec un autre angle, une autre approche et qui vont justement permettre à mon enfant de grandir. Et puis, je pense en tant que parent aussi, c'est super important de pouvoir développer vraiment la conscience de soi et la confiance en soi de ses enfants. C'est vrai que chez Teach for Belgium, on voit beaucoup, et beaucoup d'études le montrent, que finalement, c'est un des plus grands prédicateurs de bons résultats scolaires ou en tout cas de quelqu'un qui va envie d'avancer dans la vie et développer son potentiel au maximum, c'est de bien se connaître. Et donc, je pense qu'en tant que parent, c'est important de pouvoir
développer ça et de pouvoir aussi faire en sorte qu'on développe les différents talents en fait de son enfant, quel qu'il soit. Et voilà, ça, c'est un peu les 2 points que je mettrai en avant. Donc, C'est vrai parents. qu'on n'a pas parlé des parents et je pense que même ça, ça pourrait mériter un épisode à part parce que là encore une fois, je pense que chaque enseignant aurait son expérience, mais j'avais vraiment des histoires incroyables sur l'impact positif ou négatif que les parents peuvent avoir sur leur enfant et on ne s'en rend pas assez compte. Eux-mêmes ne s'en rendent pas assez compte, hein. Des fois, ils pensent que c'est pour le bien de leur enfant de leur mettre des attentes assez élevées, alors que parfois c'est ça qui peut décourager l'élève et le faire reculer. Simon a parlé des enseignants, tu as parlé des parents, et les directeurs, qu'est-ce qu'on leur dirait par exemple? Moi, je pense qu'en tant que directeur, c'est important d'avoir en tête que on peut sélectionner son équipe. Donc, parfois, oui, il y a une pénurie d'enseignants et de ça, mais on va quand même faire des entretiens. En tout cas, ça dépend des réseaux, mais dans certains réseaux, en tout cas, on a quand même encore la possibilité de choisir ces enseignants. Et je pense que là, c'est important de faire en sorte de sélectionner des personnes qui sont alignées avec le projet pédagogique, alignées avec la vision, et que ce soit des personnes qui vraiment croient au fait que chaque élève est capable de réussir. Je pense que ça, c'est un élément important. Je pense qu'en tant que directeur, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'accompagnement des enseignants débutants, c'est vraiment ne pas sous-estimer le fait que c'est vraiment super important d'investir dans cet accompagnement des enseignants au début. Et puis le 3e point que je dirais, c'est vraiment le côté collectif. En fait, en tant que capitaine d'un bateau, en tant que directeur d'une école, on a aussi la responsabilité de faire en sorte que les enseignants travaillent ensemble, collaborent, et qu'ils se forment. On a la responsabilité en tant que directeur de se former aussi. Mais donc, c'est vraiment d'avoir vraiment ce côté collectif au service justement des élèves qui est important. Et je pense que les directeurs, même si parfois ils sont submergés par la partie administrative, ce serait super s'ils pouvaient dégager suffisamment de temps pour pouvoir animer aussi cette dimension collective et cette dynamique de formation continue. On a parlé des enseignants, des parents, des directeurs. On ne peut pas tous les faire, bien sûr, mais par exemple, les éducateurs sont hyper importants, même le staff administratif est hyper important. Tout ça, ça fait partie de cet environnement de travail le plus adéquat pour réussir cette mission. Mais on ne peut pas ne pas parler des élèves. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu dire à un élève ou à vous-même quand vous étiez plus jeune sur l'écosystème de l'enseignement, quoi? Oui. Alors, ce que je trouve important en tant qu'élève, c'est de se dire que il y a toujours un moment où on rencontre quelqu'un qui nous tend une main, qui est ouvert à avoir une discussion avec nous, à nous écouter s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je conseillerais aux élèves de saisir cette opportunité. Parfois, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des élèves qui n'ont pas souvent l'occasion d'avoir quelqu'un qui les écoute, qui va réellement croire en eux et faire en sorte qu'ils puissent s'émanciper. Mais quand cette occasion se présente, c'est important de la saisir. Et donc, je pense que pour les élèves, c'est ça vraiment l'enjeu principal. Ok, on arrive tout doucement à la fin du podcast. Peut-être est-ce que les questions de fin, que j'aime bien poser, mais est-ce qu'il y a un livre que vous conseilleriez, un podcast, à part Instant T, ou un document à lire à tout prix? Alors moi, j'ai écouté récemment le podcast Semblant de rien, qui est vraiment sur le racisme structurel en Belgique. Et je dois dire que ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Je trouve qu'il est très bien fait, donc je conseille vivement pour toutes les personnes qui veulent comprendre un petit peu les inéquités aussi dans notre pays. Tu l'as écouté sur Spotify, YouTube? Spotify, comme ça les personnes savent où chercher. Ouais. Alors moi, ce serait plutôt le livre Identité meurtrière de Amin Malouf, l'idée de ce livre m'inspire beaucoup parce que l'identité, c'est quand même ça, une des questions clés pour chaque étudiant. Est-ce que tu peux donner un synopsis de Oui. quoi parle le livre comme ça? Donc en fait, on entend souvent dire je me sens marocain, je me sens belge, ou au contraire, je me sens pas marocain,
mais je me sens pas belge non plus. Et donc, ça peut créer beaucoup de frustration, mais aussi, dès qu'on se met dans une case aussi, auprès d'autres personnes, ça peut aussi créer une polarisation. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on on a le droit d'être marocain, et belge, et footballeur, et un homme. Et donc, c'est un exercice que je faisais avec mes élèves. Je leur disais, mais comment est-ce que vous définissez? Si vous dessinez un cercle et vous devez diviser ce cercle en parts de pizza, et vous pouvez choisir n'importe quel mot, mais vous avez seulement droit à 100%, vu que c'est un cercle, et vous devez diviser cette pizza avec des mots qui vous identifient. Ben, comment feriez-vous? Et donc parfois on voyait que chez certains élèves, j'étais 40% joueur de foot, 50% je sais pas moi, membres de ma famille, où ils mettaient leur nom de famille parce que c'était important pour eux. Enfin, là, j'utilisais des trop grands pourcentages, mais il y avait ça, et puis il y avait. Mais pour moi, c'est aussi important de dire que je suis un homme et pas une femme, ou pour moi, c'est important de dire que justement, je fais partie de la communauté LGBT, donc on rajoute ça, et donc en fait, on arrive à 100% au final, et c'est l'élève qui définit tous ces facteurs lui-même ou elle-même, et donc là, on se rend compte qu'en fait, on peut être et une identité et une autre, et ça, en fait, ça rassemble. Si on se rend compte que le voisin, il a peut-être aussi 10% de la même chose que nous, et que c'est une bataille pour tout le monde, de devoir se catégoriser. Et donc voilà. Le livre c'est pas totalement ça, mais c'est ça l'idée derrière. Une autre question que j'aime bien poser, c'est demain, si vous avez les pleins pouvoirs en Belgique, bon, c'est plus compliqué en Belgique parce qu'il faudrait avoir les pleins pouvoirs régional, fédéral et le niveau communautaire et communal. Ce serait quoi la mesure que chacun d'entre vous voudrait faire passer, et en se disant, voilà, j'ai les mains libres, obligé, je peux la faire passer et elle passera, quoi. Ce serait laquelle pour vous qui aurait le plus d'impact pour avoir un impact positif sur la société? Alors moi, c'est très pragmatique et très lié finalement à notre action aussi chez Teach for Belgium. Mais si je pouvais avoir 3 mentors par école qui soient vraiment dédiés au moins un mi-temps à seulement l'accompagnement des enseignants débutants et qu'ils étaient formés pour faire ça, et ben, je pense que ce serait super, et ça changerait beaucoup la dynamique en fait dans les écoles pour les enseignants débutants, mais même de manière générale. Et ça, c'est encore une fois le coup enfin, le mentor, c'est vraiment quelque chose aussi qui a été très bénéfique pour moi dans mes premières années d'enseignement, d'avoir quelqu'un qui venait assister à mes cours et me faisait un feedback directement sur ce que je pouvais améliorer sur mes pratiques pédagogiques, et en tant que professeur, c'était vraiment une très bonne chose, quoi. Oui, en effet, pour moi, c'est pour ça qu'ils doivent avoir beaucoup de temps. C'est pour pouvoir justement aller vraiment dans les classes et pour pouvoir vraiment donner feedback, échanger. Parce que c'est vrai que comme prof, c'est super précieux d'avoir un autre adulte dans la classe qui peut justement faire un peu le miroir. Et je dis 3 par école parce que c'est un métier qui n'est pas facile, en fait, de devoir écouter ou d'observer, voir d'autres. Et donc, je pense qu'il faut être plusieurs pour pouvoir aussi échanger sur certains cas et pour pouvoir faire un peu ce que nous, on appelle des intervisions, pour pouvoir continuer à justement apprendre aussi en tant que mentor dans ce métier qui est un petit peu particulier. Et surtout au coach, si on veut, mais... Et surtout au début de carrière où on est plus apte à pouvoir changer ses pratiques pédagogiques facilement et rapidement, parce qu'après on commence à avoir nos habitudes, etc. Mais au début, c'est vrai que c'est très très précieux. Ouais. Simon ? Bah, je rajouterais travailler sur l'attractivité du métier, dans le sens où je pense qu'on a besoin de pas mal de rôle modèles, donc des personnes qui vont s'engager pour l'enseignement, pour inspirer d'autres à le faire. Et donc vraiment mettre tout en place pour que quelqu'un qui a, par exemple, étudié ingénieur civil se dise, en fait, devenir enseignant, c'est peut-être bien une carrière pour moi. Bah, si on arrivait déjà à avoir un certain nombre de personnes qui veulent s'engager, en plus de toutes celles qui le font déjà aujourd'hui, hein, évidemment, mais ce serait super de pouvoir vraiment avoir une atmosphère positive autour du métier d'enseignant.
Ok, peut-être la dernière question. Ce serait quoi l'association que vous aimeriez recommander à des auditeurs, bien sûr autres que Teach for Belgium, et que vous estimez qui impacte vraiment l'écosystème qu'il a choisi d'impacter, quoi? Alors, il y en a beaucoup, et c'est vrai qu'on a la chance d'être entouré de plein de personnes motivées et engagées. Moi, je pense à la Fondation pour l'enseignement, que j'aime beaucoup parce qu'ils essaient de créer des liens entre le monde de l'école et de l'entreprise, ce qui n'est pas toujours facile. Et ils le font de manière très pragmatique, par exemple en proposant à des personnes, enfin des enseignants qui enseignent depuis plein d'années, d'aller faire des stages en entreprise pour se rappeler finalement comment l'électromécanique, par exemple, a évolué dans le métier, dans le secteur industriel. Et voilà, c'est une association, par exemple, je trouve intéressante. Simon? Alors, il y en a une que je trouve particulièrement inspirante, c'est Be Education. C'est une association qui organise du soutien et des formations pour toutes les associations travaillant dans le domaine de l'éducation. Et donc, en fait, cette association-là, elle nous permet justement de créer des synergies entre tous les acteurs de l'enseignement. Et c'est tellement important de travailler ensemble, par exemple, avec des associations comme TADA, Scola ULB, donc des associations qui vont proposer des activités plutôt extrascolaires aux étudiants, que ce soit des cours de remédiation ou des activités le week-end. Et c'est important que nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'ambassadeur d'une communauté d'enseignants, on connaisse ces acteurs-là et on échange régulièrement avec eux parce qu'au final, ce sont les mêmes jeunes qui vont se retrouver dans nos classes et qui vont participer à leurs activités. Donc, les espaces de networking, mais aussi les formations de Be Education aident pas mal pour faire cela. On arrive à la fin. Merci de m'avoir donné de votre temps. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite à Teach for Belgium? Simon, si j'ai bien compris, tu vas bientôt prendre les rênes. Ouais. Caroline va pouvoir prendre un pas de côté après 7 années de bons et loyaux services. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi? Comme on dit en anglais, big shoes to fill, hein, parce que c'est quand même pas facile de devenir. C'est pas facile de devenir directeur dans un contexte où une entreprise va pas bien, mais ici, comme tout se passe quand même de façon assez stable et qu'on est aussi quand même, on voit le bénéfice de ce qu'on a fait pendant les dernières années et donc tout ce que Caroline a pu mettre en place avec l'équipe. Je trouve que c'est d'autant plus compliqué parce que bon, il faut faire en sorte qu'on continue sur cette vibe positive. Et donc voilà, j'espère que, et j'en suis convaincu avec l'équipe qu'on a, mais j'espère vraiment qu'on arrivera à continuer le travail et à aller pour plus d'impact, parce qu'au final, c'est ça qui nous motive tous les jours. Le bateau a été bien entretenu, mais la mer est encore agitée. Exactement. Les défis sont encore importants, non, et je pense que moi, ce que je souhaite à Teach for Belgium pour la suite, c'est de continuer à, en effet, impacter encore plus de jeunes, plus d'enseignants, et peut-être d'arriver à être repris par le système. En fait, c'est un peu notre rêve chez Teach for Belgium aussi, c'est de pouvoir disparaître un jour et donc de pouvoir notamment, à travers des actions de plaidoyer, à travers justement les actions qu'on met en place, de faire en sorte que petit à petit, les différentes choses qu'on est obligé de faire aujourd'hui sous format ASBL puissent peut-être être repris directement par les acteurs du système dans les prochaines années. Merci. Et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. J'ai dit, je pense que ça pourrait être un jour intéressant de prendre des enseignants de Teach for Belgium parce que je pense vraiment qu'on ne se rend pas compte des anecdotes de fous, vraiment de fous qu'on a pu vivre chacun. Et merci pour votre temps et tout le meilleur pour la suite. Merci. Merci.